Sans plus attendre, je vais inviter à me rejoindre sur scène Magali Martin, Philippe Lous, Valérie Cabeka et Stéphane Sautarel. Installez-vous. Deux d'un côté, deux de l'autre. Ah bah les dames d'un côté. Ah là c'est l'état. L'état, c'est... De toute façon on va pas s'en sortir. Hein. Merci à tous les quatre et merci à la préfecture d'avoir voilà, souhaité organiser cette séquence présentant l'articulation des actions portées par l'État et par les collectivités, départements et régions, en matière justement d'accompagnement des communes. Donc, sans plus attendre, les éléments de nouveauté sont évidemment du côté de la NCT, représentée par Magali Martin, voilà, qui va vous présenter un certain nombre de dispositifs qui sont pour certains activés, d'autres à activer encore peut-être. Donc voilà, je vous invite Magali à vous saisir du micro et à nous donner la lecture aujourd'hui du côté de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Donc, je suis Magali Martin, je suis responsable de 3 programmes au sein de la NCT, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires, France Ruralité, le plan qui avait été annoncé en 2023 par la Première ministre Elisabeth Borne, Village d'avenir, le dernier né de la NCT, le dernier programme d'ingénierie de la NCT, et puis Avenir Montagne. Voilà, ça, c'est les 3 programmes que j'ai le plaisir de piloter. Donc, on m'a demandé, je crois, de faire un focus plutôt sur Village d'avenir, hein, Sébastien, et puis sur les outils numériques que porte la NCT pour les collectivités. Village d'avenir, c'est un programme, donc je disais, c'est le dernier né de l'agence, c'est un programme d'accompagnement en ingénierie pour les collectivités, les communes rurales. On avait déjà PVD, hein, vous avez, je pense, de nombreuses communes PVD dans le Cantal. Il nous manquait un programme spécifique pour les toutes petites communes rurales, et donc c'est Village d'avenir qui a été créé, qui a été lancé le 1er janvier 2024. Déjà 3000 communes qui bénéficient de ce programme, dont 52 dans le Cantal, plus de pratiquement 5000 projets qui sont accompagnés par des chefs de projet qui sont placés auprès des préfets, soit en préfecture, soit en DDT, et près déjà de 550 projets qui sont pratiquement finalisés. Donc c'est un programme d'accompagnement en ingénierie technique, administrative. Les chefs de projet font de la coordination, identifient les interlocuteurs, accompagnent vraiment de bout en bout tous les maires. Donc c'est un programme qui fonctionne très bien, sur lequel on a des retours très positifs. On accompagne des projets aussi dans le champ du numérique grâce à Village d'avenir. J'ai quelques exemples dans le Nord ou dans le Gers, par exemple, où on a avec l'incubateur des territoires, la petite start-up au sein de la NCT qui travaille sur le numérique, enfin petite, pas si petite que ça, en tout cas ils font beaucoup de choses au sein de cette structure. On accompagne donc aussi, en fait, Village d'avenir couvre pratiquement toutes les thématiques, l'aménagement du centre-ville, le logement, la rénovation énergétique, et donc je le disais aussi des projets sur le numérique. On a par exemple un exemple dans le Gers d'une commune qui nous a demandé de l'aider à faire des visites numériques de son patrimoine, par exemple, voilà, d'organiser en lien avec leur office du tourisme, ou de les aider à moderniser tous les outils numériques qu'ils utilisaient, par exemple, je pense à une autre commune dans le Nord. Donc voilà, c'est vraiment des chefs de projet qui accompagnent de bout en bout les projets des petites communes rurales, et donc c'est un programme qui a été lancé pour 3 ans et qui va au moins se poursuivre jusqu'en 2027, et ensuite nous verrons bien ce que nos autorités politiques décideront. Mais en tout cas, nous on a des retours vraiment très positifs, et ça fonctionne très bien. Les maires nous disent d'ailleurs, au-delà des effets que nous on recherchait en lançant le programme, les maires nous disent que ça les a pour beaucoup sortis de leur solitude administrative, parce que c'est quand même extrêmement complexe, hein, l'écosystème administratif dans lequel nous évoluons. Et beaucoup nous ont dit, on a même des maires qui nous ont dit, grâce à Village d'avenir, je vais me représenter. En
fait, parce que j'ai retrouvé foi. Vraiment, on a eu dans les Landes, plus précisément, je me souviens de cet exemple, un maire qui nous a dit cette année, moi je me sens plus seule, en fait, je me sens de nouveau reconnue dans mon engagement, voilà, et accompagnée. Et en fait, on vient prolonger l'action déjà extrêmement efficace que font les préfets, les sous-préfets, les chefs de projet, permettent de démultiplier en fait cette action sous leur autorité. Donc on a vraiment ça, et puis ça permet aussi une meilleure efficience de l'argent public, hein, parce que des projets mieux construits, mieux conçus, certains maires nous ont dit, bah, franchement, sans vous, je serais peut-être allé dans le mur, j'aurais dépensé de l'argent inutilement pour un projet qui était finalement dès le départ pas pertinent, mal ficelé. Donc voilà, vraiment, on est très content de ce programme. Il y a encore beaucoup de choses évidemment à améliorer, et on essaie de le faire au mieux, mais c'est un programme dans lequel on croit beaucoup et qui, je crois, est très utile pour la ruralité. Et puis le deuxième aspect sur lequel je voulais intervenir, c'est donc l'incubateur des territoires, qui est donc la petite start-up au sein de la NCT qui fabrique des outils numériques formidables, vraiment pour les communes rurales, la plupart sans coût, hein, pour les communes de moins de 3 500 habitants et les EPCI de moins de 15 000 habitants. On a un représentant de l'incubateur, alors moi je vois pas, vous êtes tous dans le noir d'ici, mais Benoît, voilà, qui lève le bras ici, Benoît Liénard, qui représente donc la structure, parce que j'aurai pas le temps là de rentrer dans les détails, mais Benoît pourra vous renseigner plus précisément sur tout ce qu'il développe. C'est absolument formidable. Quelques exemples, par exemple, il y a beaucoup de communes qui ont des adresses Gmail, par exemple, qui sont absolument pas sécurisées par définition. L'incubateur des territoires propose tout ce qu'ils appellent la suite territoriale, tout un ensemble d'outils qui permettent d'avoir une adresse sécurisée, plus institutionnelle, etc. Vous avez également un annuaire des collectivités. Beaucoup de communes rurales n'ont pas les moyens d'avoir des sites internet, des pages internet propres. Ils ont lancé un outil qui s'appelle l'annuaire des collectivités, là aussi, qui est gratuit. Vous avez une page web qui est extrêmement bien faite, avec toutes les informations dont les citoyens ont besoin. Ils ont des outils qui sont faits pour les collectivités, pour aider à la gestion des collectivités en interne, par exemple pour la réservation des salles. Vous voyez, les salles des fêtes, etc. Donc, ils ont créé un outil qui permet de faire une interface et d'optimiser la gestion de ces salles et de faciliter tout ça. De la même façon pour les agents techniques, les interventions des agents techniques, ils ont aussi des outils pour ça. Qu'est-ce que j'oublie, Benoît ils font... Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ANCT... D'abord, on est là pour vous, on est là pour aider les collectivités territoriales, c'est vraiment notre cœur de métier. Donc on a des dispositifs, je le disais, comme Village Avenir, Petite Ville de Demain, Action Cœur de Ville, etc. En fonction des strates, on est vraiment là pour faire de l'ingénierie, pour accompagner tous ces projets à être réalisés. Et puis on a ensuite des outils spécifiques, comme tous ceux que je viens de citer. Il y a encore plein d'autres que j'ai pas le temps de développer ici. La base adresse locale, par exemple, ça aussi, on a plein de collectivités dont les adresses sont pas toujours bien, sur les sites publics, etc. Pas toujours correct, donc ce qui pose des enjeux de distribution, etc. Et donc là aussi, ils ont une base adresse locale qui permet de corriger tout ça. Et encore une fois, tous ces outils sont sans coût, hein, pour la très grande majorité d'entre eux. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Je sais pas, je veux pas être beaucoup plus longue, mais simplement retenez ça, c'est qu'on est vraiment, nous, un opérateur qui est là pour accompagner, pour aider les collectivités locales, la plupart du temps sans coût pour les communes rurales. Et donc, écoutez, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous, on reste là toute la journée, donc on peut après plus longuement rentrer dans les détails si vous le souhaitez. Magali, au niveau national, vous avez dit combien de communes lauréates de villages d'avenir, oui. Pratiquement 4000. 4000. Oui, et presque 5000 projets qui sont accompagnés. Oui. Parce que je m'étais fait la remarque qu'on était en moyenne sur une quarantaine par département. Oui. Et je m'étais fait la remarque que le Cantal en avait plus que les autres. Oui. Oui, en fait, alors il faut le voir plutôt. En fait, vous avez vraiment tout type de projets dans le Village Avenir. D'abord, il y a des projets qui sont rentrés qui étaient qui étaient déjà très avancés. Il manquait parfois la dernière, mais
souvent capitale étape, souvent le plan financier, enfin, vous voyez, où la commune était un peu, voilà, avait pas finalisé encore cette étape-là. Il y en avait où il y avait tout à faire, il y avait qu'une idée qui avait été jugée très pertinente et donc retenue par les préfets, mais c'était quand même qu'au stade de l'idée, donc il fallait tout creuser, puis des projets qui étaient un peu entre les deux. Et puis des projets qui sont très complexes, très longs, et puis d'autres beaucoup plus simples. Donc en fait, le chiffre seul dit pas grand-chose. Ouais. Vous voyez, parce que la masse de travail des chefs de projet, elle dépend de tous ces critères. Mais en fait, nous, on a vraiment, enfin, la ministre a vraiment souhaité laisser toute l'attitude au préfet pour apprécier justement leur capacité à pouvoir suivre tant de projets en fonction de leur complexité, de leur degré d'avancement, etc. Enfin, c'est un dispositif qui se veut quand même très souple. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'animer ce programme, d'animer la collectivité, c'est-à-dire la commune des chefs de projet, c'est presque une commune, la collectivité des chefs de projet, de les former, voilà, on utilise d'ailleurs beaucoup les outils numériques pour le faire parce qu'ils sont disséminés partout sur le territoire, et puis de faire, voilà, de les aider finalement à vous aider. Voilà, c'est ça notre rôle, nous. Et puis bien sûr d'assurer le suivi du programme pour nos autorités politiques. Alors Michel Fournier, le président de la MRF, quand il a été question dans la presse, quand les agences de l'État étaient dans le collimateur, il disait bon, touchez pas en tout cas à la NCT. Il a été votre meilleur ambassadeur là-dessus. La nature de l'apport finalement aux collectivités, c'est, on l'a entendu, de l'ingénierie, ingénierie de projet, ingénierie de financement aussi. Vous aidez les communes à trouver les sources de financement? Oui, absolument. C'est même une des tâches majeures des chefs de projet, d'identifier à la fois les bons interlocuteurs pour accompagner le projet et puis les sources de financement. Donc on a fait tout un tas de formations pour nos chefs de projet. Pour le Cantal, on en a 2, j'ai oublié de le dire, parce que les départements les plus ruraux ont 2 chefs de projet. Donc Arthur et Johan, je vous vois pas, mais je sais qu'ils sont là. On va peut-être les faire monter sur scène, Arthur et Johan, de manière à ce que tout le monde vous identifie bien, pour que vous soyez plus jamais tranquille. Vous voulez bien nous rejoindre? Je sais pas où est-ce qu'ils sont, je vois pas du tout. Où est-ce qu'ils sont? Ah voilà, vous êtes là. Voilà, et je vous demande de les applaudir. Ouais. Parce que ça va pas être facile tous les jours. Alors, qui est Arthur, qui est Johan? Donc effectivement, sur l'ingénierie financière, c'est extrêmement important. En fait, dans ce contexte financier qui est quand même très, très contraint, on le sait tous, finalement, il reste encore de l'argent, mais il faut savoir où aller le chercher. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de diversifier aussi les sources de financement. Évidemment, toutes les communes connaissent la DETR, la LCI, etc. Mais il y a d'autres financements possibles, le mécénat. Enfin voilà, on a exploré et travaillé d'autres pistes avec nos chefs de projet. On continue à le faire. On travaille sur un guide pour eux sur le financement. Enfin voilà, vraiment, encore une fois, le but, c'est de les aider à vous aider et de leur donner les meilleurs outils pour le faire. Ouais. Bon, on va les questionner. Donc, qui est Arthur, qui est Johan? Arthur. Alors, Arthur, on vous trouve où? On avait déduit. Ouais. On vous rencontre où, Arthur? Alors, pour ma part, je m'occupe des 2 arrondissements d'Aurillac et de Mauriac. Et vous êtes basé en préfecture? En DDT, juste. En DDT, d'accord. Vous êtes voisin juste en de face. l'événement. D'accord. Et Johan, vous êtes où, vous? À Saint-Flour. Et je travaille sur l'arrondissement de Saint-Flour. DDT aussi? Voilà, aussi en DDT, mais hébergé dans les locaux de la sous-préfecture de Saint-Flour. D'accord. Et les derniers projets, enfin les plus marquants que vous ayez rencontrés et accompagnés récemment? Je ne sais pas si on peut dire marquant, parce que c'est souvent des projets au long cours quand même, ouais. avec des pas de temps. Ça va un peu plus vite sur un projet, et d'autres, voilà, des pas de temps, donc c'est vraiment changeant. Mais un qui vous a marqué? En ce moment, celui qui me marque... Celui qui m'occupe bien jour et nuit? Ouais, non, pas nuit, mais à Saint-Urcise, refaire un espace public patrimonial, avec du coup entreprise de maçonnerie, maître d'œuvre, architecte, etc. Coordonner tout ce petit monde et aussi faire en sorte que tout le monde s'entende bien. C'est quoi un espace public patrimonial? Là, c'est un rocher, je dis patrimonial parce que c'est un rocher historique au milieu du village, avec une petite croix en haut, avec des petits murets paysans en pierre sèche, situé dans le village Saint-Urcise, donc qui est en instance de classement site patrimonial remarquable. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait dès lors qu'on touche des édifices de ce village et des sites comme ça. Donc c'est des procédures aussi un peu plus longues, c'est des recours à l'avis de l'ABF, c'est un Vous arrivez peu à leur plus de faire gagner du paramètres à temps? gérer.
Oui, oui, oui. Oui, parce que nous, on essaie un peu de fluidifier les choses, voilà, on discute avec les personnes, tandis que parfois les acteurs se mettent un peu des freins, pensent que ça va être un peu l'impossible. Ouais. Et en fait, quand on y met du bon sens, du liant, ça se passe tout de suite mieux. Arthur, un projet marquant aussi? Alors un projet marquant, je vais peut-être en prendre un par arrondissement du coup pour ne froisser personne. Sympa. Et ne pas trahir de secret sur les projets actuellement dans les tuyaux. Mais on peut parler par exemple sur la commune de Yolet d'un projet de mini-parc photovoltaïque qui est en passe d'aboutir et qui permettra donc un petit parc de moins d'un mégawatt qui va permettre à la commune à la fois de toucher un loyer d'exploitation et d'autoconsommer de l'électricité sur l'ensemble des points de distribution de la collectivité et donc de réaliser des économies. Donc là, on s'inscrit clairement à la fois dans un intérêt financier, budgétaire pour la collectivité et bien entendu dans un intérêt environnemental dans la production d'ENR. Sur l'arrondissement de Mauriac, on peut citer un projet très abouti puisqu'il va démarrer vendredi soir. C'est le café associatif que la commune de Moussage a relancé dans un ancien établissement du bourg qui était fermé depuis 2 ans. On s'est posé pas mal de questions sur le devenir de cet endroit. C'est un accompagnement qui est intéressant parce qu'il fait suite à une étude qui avait été réalisée par la NCT il y a 3 ans. Qui était assez concluante, mais qui n'avait pas été mise en œuvre, faute de moyens et faute de possibilités par la mairie. Et le fait d'intervenir sur ce dossier, ça permet aussi de mettre de la cohérence au niveau du soutien et des financements qui sont apportés par l'État et de faire en sorte que le projet aboutisse. Donc j'invite toutes les personnes qui sont intéressées à aller boire un café au Café du Mariou à Moussage, dans le bourg, à partir de vendredi. Et puis on peut peut-être simplement aussi, pour parler d'un projet à un stade moins avancé, mais tout aussi intéressant, parler de Saint-Hippolyte et du projet qui est en train de se monter autour du site de la Font-Sainte, que les Cantaliens connaissent bien, avec la volonté de Madame le maire à Saint-Hippolyte de créer un lieu qui soit un lieu culturel et touristique autour de la question de l'agropastoralisme et de l'histoire et de l'historique du pastoralisme dans les monts du Cantal. Donc c'est une commune qui a intégré le dispositif Village d'avenir cette année sur la vague dite complémentaire. Et on va commencer dès l'automne à travailler avec toutes les parties prenantes sur ce projet-là. Super. Eh bien, on vous remercie tous les deux. Vous pouvez reposer le micro au passage, il n'y a pas de souci. Et puis on vous applaudit. Merci Arthur, merci Johan. Donc monsieur le préfet, ces gens-là sont sous votre responsabilité? C'est votre équipe, c'est votre team? Vous en avez 2, vous avez de la chance parce qu'on est ici dans le Cantal et qu'on a toujours plus que les autres. Hein? On en reparlera. Toujours mieux et toujours plus. Oui, toujours plus, oui, effectivement, je vais peut-être parler un peu vite. Donc, comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que le processus relationnel, c'est pas une logique de guichet, c'est une logique de relation avec les élus et leurs équipes. Donc, voilà, cette mécanique, comment on vient toquer à votre porte? Alors, effectivement, moi je suis fier d'être à la tête de tout ce dispositif, en tout cas de l'État, mais qui s'inscrit avant tout en pleine coordination avec à la fois les besoins, puisque moi je crois beaucoup, et je l'ai dit quand je suis arrivé, à la proximité. Donc j'ai voulu être un préfet de proximité, et j'ai voulu que les équipes aussi soient en proximité et s'intègrent dans ce qui existe déjà. On va parler tout à l'heure, Valérie, certainement de Cantal Initiative Territoire, voilà, qui sont des dispositifs qui sont non seulement très utiles, mais en plus qui, par capillarité, font remonter les besoins, les vrais besoins. Parce qu'il n'y a rien de pire que de proposer dans un guichet, quel qu'il soit, un service dont on n'a pas besoin. Là, je pense que le fait de justement, comme l'a dit Magali, de proposer un certain nombre d'outils, de boîtes à outils, voilà, on va pas planter une vis avec un marteau. Donc si on propose le marteau, c'est plus long. Voilà. Enfin, je suis un peu bricoleur, Non, mais voilà, je pense qu'il y a de ça. Donc le but, c'est vraiment de disposer de cette boîte à outils et puis d'utiliser les bons outils pour arriver aux objectifs que l'on s'est fixés collectivement. Et ça, c'est essentiel. Si on parle de moyens humains, on a parlé des 2 chefs de projet de Village d'avenir. On a aussi un chargé de mission à NCT. Je pense qu'il doit être là aussi. Oui, il est Luc. Ouais, voilà. Enfin bon, il est là. Donc ça nous sert énormément parce qu'on est dans le Cantal le premier département de France à bénéficier
des dispositifs de la NCT, quel qu'il soit. Le premier. Voilà, c'est une sorte de record. C'est pas de faire plus, c'est de faire mieux, encore une fois. On a aussi, et j'ai directement, une sous-préfète, elle est là aussi, Élodie Marot. Élodie Marot, qu'on salue. Voilà, que tout le monde connaît maintenant, qui est dédiée justement à la ruralité et à ces outils. C'est un peu Bob le bricoleur de l'équipe préfectorale. C'est elle. Ça va rester, ça. Ça va rester. Bonjour Bob. C'est elle qui sait mieux que moi que les autres. Référent ruralité qui avait été mis en place il y a 3 ans. Dans le cadre de France Ruralité. Dans le cadre de France Ruralité. C'était au départ dans le cadre du plan de relance. Et puis oui. Ensuite, ici, mon prédécesseur a souhaité transformer justement pour adapter encore mieux au territoire. Parce qu'on l'a dit hier, pendant trop longtemps, les politiques publiques, notamment de l'État, faisaient de la ruralité un handicap. On nous disait, il faut des choses spécifiques à la ruralité parce que, comme la politique de la ville, les quartiers sensibles, les pauvres, vous comprenez. Il faut des prothèses et des fauteuils. Voilà. Là, aujourd'hui, on est passé à une autre logique, et c'est très bien. On a fait, je crois, dans le Cantal de la ruralité, dans le jeu de cartes des politiques publiques, la ruralité est un atout. C'est une carte d'atout dont on sait très bien se servir. Et je pense qu'on n'est pas arrivé encore au max de ce qu'on peut faire. Mais je suis très optimiste sur la poursuite des choses, et notamment dans le cadre de France Ruralité, parce que on a aussi, et ça c'est le nerf de la guerre, bien sûr, des fonds nationaux, la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux. Celle-là, elle est clairement fléchée. Oui. Celle-là est très fléchée. Par exemple, j'en dispose dans le département du Cantal de 7 fois plus, une enveloppe qui est 7 fois plus importante que celle dont je disposais en tant que secrétaire général dans les Alpes-Maritimes, qui est un département de plus d'1 million d'habitants, mais qui a aussi des zones rurales très, très importantes. Donc voilà, tout ça pour dire que l'argent ne résout pas tout, mais le fait de disposer à la fois d'outils et de moyens, voilà, on arrive à faire des choses et des belles choses. Sur la stratégie, j'ai dit, c'est la clé du succès, c'est vraiment la co-construction. Encore une fois, il n'y a rien de pire que de dire à des gens, expliquez-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passez. Il n'y a rien de pire non plus que de vous dire, mais vous voyez, on fait tout pour vous, mais sauf que voilà, encore une fois, pour visser quelque chose, on vous dit, prenez ce marteau et puis débrouillez-vous. C'est pas ça la bonne méthode. Et donc, on s'appuie aussi beaucoup sur le réseau territorial des secrétaires de mairie, puisque cette séance leur est aussi dédiée, parce que c'est le maillon essentiel. C'est vraiment ceux qui vont aider à la décision, les maires qui sont très souvent isolés pour appliquer les décisions, parce que, comme je dis souvent aussi, un budget qui s'élabore dans la plus petite commune du Cantal, de l'Ariège, que je connais bien, de la Creuse ou autre, c'est la même chose que dans une grande ville, dans une grande métropole. Il y a les mêmes lignes, c'est pas les mêmes chiffres forcément, mais c'est le même processus, les mêmes lignes et les mêmes exigences, notamment vis-à-vis du contrôle de légalité, donc du préfet. Donc tout ça, c'est absolument essentiel pour nous. On reviendra tout à l'heure sur les formations que l'on peut proposer en lien avec le CNFPT et avec ce qui existe aussi déjà sur le territoire pour les secrétaires de mairie qui nous font remonter toujours des questions pertinentes. Parce que c'est elles ou eux qui savent bien mieux que nous où le bas blesse, où la législation a besoin, où la réglementation a besoin d'évoluer. Et moi, je compte aussi beaucoup sur ce réseau-là pour exercer ce fameux pouvoir de dérogation des préfets qui est un peu plus, avec le décret du 31 juillet, les décrets du 31 juillet, un peu plus formalisés maintenant. Et élargir aussi sur un autre programme qui s'appelle France Simplification, sur lequel nous faisons remonter tous les préfets des dossiers. Là, on n'est pas sur des principes ou sur des grandes théories. On est sur des dossiers concrets. D'ailleurs, il y en a eu un à Valette, chez vous, Valérie. C'est-à-dire un dossier. On aura le témoignage de Valérie. Un dossier, en fait, où on est quasiment face au mur. C'est-à-dire on est à la croisée de plusieurs législations ou réglementations qui parfois se contredisent. Ça existe. Oui. Et le préfet dit, moi, je ne peux pas appliquer la réglementation telle qu'elle est. Si je devais l'appliquer de manière stricte et telle comme on demandait au préfet jusque-là, donc il faut avoir une certaine souplesse, une certaine dérogation, sous la responsabilité du préfet qui est assumée, de se dire,
Là, on comprend bien ce que le législateur ou celui qui a élaboré cette norme a voulu. L'esprit du texte. Voilà, protéger peut-être l'environnement ou l'économie générale. Mais, sauf que sur ce projet-là, précisément, on peut faire autrement. On peut faire plus simple, on peut faire de manière à ce que les choses aboutissent à la fois plus vite, mieux et de façon sécurisée. Donc ça aussi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Voilà, pour le reste, encore une fois, pour moi, le secret de tout ça, d'une bonne politique publique, elle réside moins dans les chiffres et dans les bilans, mais encore une fois chiffrés qu'on peut donner, que dans la manière dont on peut tous, collectivement, s'emparer des choses. Et pour ça, il faut une information qui circule vraiment de manière fluide, que les projets soient suivis, soient anticipés. Les sous-préfets d'arrondissement, il y a 3 arrondissements ici dans le Cantal, vont jusqu'à faire des revues de projets, c'est-à-dire qu'on va réunir les collectivités, les porteurs de projets sur un projet particulier pour voir avec les services de l'État qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les procédures à mener, quels sont les freins, quelles sont les difficultés auxquelles on pourrait être confronté, comment on peut les lever, et puis au final, voilà, avoir à la fois du financement, comme Magali l'a rappelé tout à l'heure, avoir les bonnes procédures, avoir déjà les bonnes personnes autour de la table, et puis faire en sorte que la ruralité se développe de manière harmonieuse avec les projets dont on a besoin. Comme je dis toujours, l'histoire s'est écrite dans les territoires, mais je sais aussi que l'avenir va aussi s'écrire dans les territoires. Et donc c'est à nous d'être prêts dans ces grands rendez-vous et être à la hauteur des espérances, des espoirs de la ruralité, qui encore une fois n'est pas un handicap, mais vraiment un atout. Merci Monsieur le Préfet. Peut-être un focus sur cette situation qu'a requis justement le pouvoir de dérogation de Monsieur le Préfet à Valette. Oui. Oui, effectivement, on a eu un cas très clair l'année dernière où effectivement ce qu'on nous autorisait à faire n'était plus dans l'air du temps et n'était plus ce qui correspondait au territoire. Donc c'était sur un des biens communaux. Ça concernait quoi de manière concrète? Alors concrètement, c'est des terrains qui ont été réalisés dans le cadre d'un parc à thème il y a 20 ans à peu près maintenant. Et aujourd'hui, en fait, l'évolution en fait de la société et des besoins du territoire avait complètement été modifiée. Et le parc à thème, comme il avait été défini à l'époque de façon très précise dans un règlement, nous obligeait de respecter ce même parc à thème 20 ans après, alors que c'était plus ce dont on avait besoin. Et pour faire évoluer tout ça, beaucoup d'études, beaucoup de démarches à réaliser en amont par différentes collectivités, puisqu'entre-temps, les compétences administratives ont aussi évolué, et la commune en avait certaines, puis l'Interco et d'autres. Donc tout ça, avec un peu de bon sens et de logique, aurait pu se faire très simplement. Tout le monde en était d'accord, que ce soit Monsieur le Préfet, les services de l'État, les collectivités. Mais malheureusement, administrativement et juridiquement, on ne pouvait pas. Et grâce effectivement à ce décret de fin juillet et donc au pouvoir dérogatoire de Monsieur le Préfet, on a pu faire évoluer les choses et du coup proposer quelque chose de beaucoup plus pertinent pour notre territoire et notamment pour les porteurs de projets, puisque derrière il y avait aussi de l'humain et de l'économie et du tourisme et de l'agriculture et plein de choses. Et ça nous a permis de faire évoluer ce projet assez rapidement. Et ce qui est très bien, parce qu'une petite collectivité, et là on revient à l'accompagnement des collectivités, mais une petite collectivité de 200 habitants, dont Valette, en l'occurrence, on n'a pas forcément les moyens nécessaires, techniques et humains pour se rendre compte de toutes ces difficultés, savoir comment on peut les surpasser. Et là, en lien avec Monsieur le Préfet et les services de l'État, on a pu trouver des solutions, on a pu sécuriser ce projet de développement qui était important pour non seulement la commune, mais tout le territoire. C'est un territoire large, communauté de communes, voire département. Et c'est là où effectivement l'accompagnement, à mon sens, est très important. Et je rejoins ce que disait Monsieur le Préfet, le travail vraiment collaboratif en fait entre les services de l'État et les collectivités. Il est essentiel dans des départements
notamment très ruraux comme le Cantal. C'est en travaillant tous ensemble, en mettant en œuvre nos politiques ensemble et en trouvant les solutions ensemble, et en tout cas essayant de trouver un maximum d'informations pour pallier quand on se trouve face à des difficultés, qu'on arrive à faire des belles choses. Donc voilà, moi, c'était la petite expérience qu'on vient de vivre. Officiellement, monsieur le préfet, depuis le 31 juillet, vous êtes autorisé à faire prévaloir le bon sens, si je comprends bien. Oui, mais ça s'est pas fait tout seul, c'est pas du jour au lendemain. Justement, le programme France Simplification, c'était faites-nous remonter, bien avant le 31 juillet, faites-nous remonter à la DITP, la Direction interministérielle de la transformation publique, les sujets, les dossiers sur lesquels vous rencontrez des difficultés, où vous aimeriez appliquer le pouvoir de dérogation. Donc jusque-là, ça s'est passé effectivement de manière un peu jacobine, c'est-à-dire qu'on faisait remonter le besoin, il y avait au besoin une réunion interministérielle de calage qui après nous donnait le feu vert, et donc c'est comme ça qu'à Valette on a pu, je dis on, j'ai pas dit j'ai pu, même si c'est moi qui ai signé en bas de page, mais on a pu collectivement faire aboutir un projet. Et encore une fois, moi je suis heureux d'être dans un territoire où je rencontre pas des gens qui disent tout ce qui marche c'est grâce à moi et tout ce qui marche pas c'est à cause des autres. On est vraiment dans le même bateau et ça c'est un atout encore une fois pour réussir. Et donc dans cette équipe, dans ce collectif, il y a le département qui lui-même a ses propres outils d'accompagnement. On a cité CIT quant à l'ingénierie territoire, entre autres, mais pas que. Valérie, je vous laisse nous donner la copie complète des dispositifs aujourd'hui activés à l'attention des communes. Alors effectivement, le conseil départemental essaie d'apporter soutien, analyse, expertise technique aux collectivités. Alors la plus connue effectivement est l'agence quant à l'ingénierie territoire qui regroupe un certain nombre d'agents disposés à aider les collectivités dans leur démarche de projet notamment. Donc principalement dans le projet du quotidien, on recroise un petit peu aussi avec la NCT là-dessus, et notamment aux collectivités qui n'auraient pas été aujourd'hui lauréates, par exemple, de Village Avenir ou de Petite Ville de Demain ou autre. Donc on apporte une expertise technique. Au niveau aussi de l'eau et de l'assainissement avec les transferts de compétences et dans tous les cas la réflexion qui a été menée ces dernières années pour une meilleure gestion de l'eau et de l'assainissement sur le territoire. Donc là aussi, l'agence CIT apporte son analyse. On a des chargés de mission qui sont dédiés à ce volet. De même, on est en collaboration avec un service national, le CEREMA, pour travailler aussi sur tous les projets qui pourraient être en adéquation avec le CEREMA et portés par les collectivités. Donc CIT est forcément une entrée très, on va dire essentielle, en tout cas pour les collectivités. Et d'ailleurs, la plupart, vraiment un énorme pourcentage des collectivités communes et EPCI du Cantal en sont adhérents. Donc ça, c'est le volet CIT. On a aussi de l'expertise au sein même des équipes du conseil départemental. Je pense par exemple au niveau du patrimoine bâti, entre autres, protégé, non protégé, où là, pour le coup, quand une commune a un besoin de faire des travaux sur un bâtiment religieux, patrimonial ou autre, on vient aussi, on fait part de notre savoir-faire, des savoir-faire des agents, et on apporte là aussi nos conseils et nos expertises là-dessus. On va aussi, comme peut le faire l'agence, la NCT, on va aussi à la recherche des financements possibles, puisque, encore une fois, le nerf de la guerre, il est là. Et donc, les collectivités, même si elles ont l'envie, le besoin, la nécessité de faire des travaux, reste aussi la partie financière. Et quand on passe sur du patrimoine, notamment historique, ça va vite. Les coûts sont assez ouais, voilà, exactement. Donc du coup, on apporte aussi cette expertise-là au sein du conseil départemental. Ensuite, depuis 2022, on se numérise de plus en plus, alors en adéquation avec ce qu'a fait l'État, au départ sur la plateforme Adulacte. Aujourd'hui, on crée directement notre plateforme, donc mesdémarches.cantal.fr, et là, on essaie de faire en sorte que toutes les collectivités, mais plus que ça, puisqu'on va le voir après, les associations aussi, particuliers, puissent faire leurs démarches, notamment, par exemple, les demandes de subventions,
en ligne, 100% en ligne. Donc ça va aussi bien de la demande au suivi de la demande de subvention, au solde de la demande. Voilà. Donc ça, c'est des plateformes qui sont dédiées donc aux collectivités pour toutes leurs demandes de subvention, ce que fait l'État, ce que fait la région. J'ai eu un doute. Voilà, ça simplifie vraiment les choses, ça centralise bien sûr les informations, on gagne en traçabilité. On gagne aussi au niveau de l'archivage des données, c'est-à-dire que demain, quand la collectivité a besoin de savoir où en est sa subvention de 2022, ben, on y va facilement. Bien sûr, on a aussi les documents papier en mairie ou en collectivité, mais en tout cas, on a accès à l'information 24 heures sur 24 de n'importe quel coin du Cantal ou de France ou du monde on peut trouver ces données. En tout cas, c'est aussi une sécurité avec la protection des données. Tout est effectivement bien encadré là-dessus. Ça permet aussi une certaine automatisation, notamment pour nos services, puisque ça simplifie à un moment donné la charge administrative de nos agents. Alors, quand on le met en place, c'est pas tout à fait le cas, mais au bout de quelques années, effectivement, il y a une plus grande fluidité, en tout cas, pour le traitement des dossiers. Donc ça, c'est vrai pour les collectivités, communes, EPCI, communautés de communes, EPCI, donc, ou même syndicats, puisqu'on parlait de l'eau et l'assainissement. Les syndicats aussi peuvent travailler sur ces plateformes-là. Mais on va aussi au niveau du particulier. Encore une fois, mes démarches .cantal.fr permettent aux particuliers de créer leur propre compte. On a sur le département du Cantal un avantage qui est donné aux familles, ça s'appelle un pass Cantal. C'est un chéquier d'une valeur de 100 euros que l'administré peut se procurer pour 8 euros et qui permet d'avoir des chèques pour faire des activités culturelles, sportives, pour prendre des transports, pour aller dans les centres aérés. Voilà, c'est tout un tas de choses, ou au ski, par exemple. Donc ça, c'est en partenariat, bien sûr, avec un certain nombre d'associations d'entreprises locales du département du Cantal. Donc là, l'administré peut très bien créer son compte, acheter son chéquier là-dessus, le recevoir à domicile et en profiter dans tout le département. C'est aussi valable pour tout ce qui est association, et ça, on vient de l'ouvrir le mois dernier, où les associations peuvent être subventionnées par le conseil départemental dans le cadre de leur démarche d'investissement, de fonctionnement, création d'une manifestation. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, on travaillait uniquement sur papier. Depuis le mois dernier, on travaille aussi sous format numérique. Et c'est ce qu'on demande à l'avenir aussi, parce que ça va être beaucoup plus fluide. Voilà, les informations qui auront été rentrées une fois, du genre les statuts de l'association, le RIB, je ne sais pas quoi, chaque année, s'il y a la même manifestation, ça ne sera pas la peine de redonner. L'association sera connue et créée. Et donc là encore, on gagne en simplicité et en réactivité là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment des choses qu'on souhaite développer. Au niveau des collectivités, aujourd'hui, je vous ai parlé uniquement de tout ce qui est demande de subvention, mais demain, et là je pense que c'est aussi important pour les élus présents, les secrétaires de mairie ou les agents en tout cas administratifs des collectivités, on va aussi sur de l'autorisation de voirie, de l'autorisation d'occupation temporaire, sur différentes choses qui vont permettre, encore une fois, de simplifier les démarches et d'être le plus réactif possible, et puis surtout de trouver les informations aussi de façon assez rapide. Donc voilà, donc bien sûr c'est une démarche qui est quotidienne. Donc le slogan du Cantal, c'est d'être aux côtés, donc c'est s'administrer quotidiennement. Donc c'est vraiment ce qu'on veut faire. On le répète, c'est bien sûr aux côtés des collectivités, mais aussi de l'ensemble des usagers du territoire. Là aujourd'hui sur le salon Ruralitique, on a nos agents du conseil départemental qui seront là. Donc si pareil, je fais comme vous un peu de pub, mais si certains veulent avoir un peu plus d'informations, aller plus loin dans qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut mieux accompagner les collectivités, il ne faut pas hésiter à aller voir nos agents qui ont un stand ici. Et voilà, on est à votre disposition en tout cas. Merci beaucoup Valérie. Quand une commune se tourne vers CIT, quant à l'ingénierie territoire, pour porter un projet, est-ce qu'il y a une sorte de réflexe de partage avec les services de la PREF en disant, est-ce qu'il y a une ligne un peu directe qui fait que le chargé de mission CIT contacte quelqu'un à la PREF, je ne sais pas qui, pour dire j'ai ce projet-là, il faudrait qu'on en parle. Est-ce que c'est des choses qui petit à petit se mettent en place, qui vous semblent naturelles, ou est-ce que j'enfonce une porte ouverte et que c'est le cas au quotidien ?
Ça se fait pas de façon automatique en tout cas, Ouais. mais en fait, encore une fois, on reste dans un département rural où tout le monde se connaît, on travaille ensemble et la bonne volonté, en fait, que ce soit des services de l'État ou des collectivités, fait que en fait, ça se fait de façon automatique. Les gens se connaissent, travaillent ensemble et veulent bien faire pour la collectivité qu'ils accompagnent. Donc, ça se fait de façon complètement, je pense, informelle. Oui. Mais ça permet de faire avancer le plus facilement possible les dossiers. Effectivement, on travaille de la même façon, dans le même intérêt, donc forcément, les choses se font. Et puis les agents, que ce soit les chargés de mission Village d'avenir ou Petite Ville de demain. Alors Village d'avenir, pour le coup, on vient de le dire, ils sont sur les DDT de Saint-Flour et d'Aurillac. Mhm. Les agents en Petite Ville de demain sont directement sur les collectivités territoriales, dans les EPCI en règle générale. Du coup, la proximité fait que ça se fait de façon très fluide et très, très, très simple. Ouais, très Il n'y a peut-être pas besoin de l'organiser. D'accord. Laissons ça tranquille tant que ça marche. C'est un peu l'esprit du truc. Je me tourne vers Stéphane Sautarel, sous sa double casquette, hein, clairement, et bien d'autres bien sûr, mais de sénateur du Cantal et de conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un troisième acteur qui apporte une aide aux communes qui est extrêmement significative. Alors, est-ce qu'elle porte sur l'ingénierie? Je vais poser la question tout de suite. Et puis l'idée, c'est aussi, Stéphane, de nous proposer un regard de parlementaire sur ces relations État-collectivité que, du fait de votre parcours professionnel, vous connaissez juste par cœur. Par cœur, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, avec un peu de pratique de terrain, et je rejoins ce que les uns et les autres ont dit sur la nécessité, effectivement, de faire prévaloir le bon sens et ce terme, il faudra qu'on trouve un terme français, mais le bottom-up, c'est-à-dire comment, à partir du terrain, on arrive à faire des propositions pour améliorer le système plutôt que de voir des procédures descendantes dont on connaît les limites. Donc peut-être juste un petit focus pour compléter ce qu'a dit Valérie sur l'action de la région dans cet ensemble-là, et puis effectivement un regard un peu plus législatif, parlementaire sur le sujet. Au niveau de la région, en fait, il n'y a pas d'action au titre de l'ingénierie, hein, et je crois que c'est pas utile. Aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre d'acteurs qui sont présents, donc il n'y a pas d'appui en ingénierie proprement parlé qui viennent de la région. Il y a des compétences qui interviennent directement sur des domaines comme le tourisme ou le numérique ou les mobilités, où il y a des compétences régionales et éventuellement des échanges, des partages avec les collectivités, mais il n'y a pas un appui en ingénierie comme ça peut exister du côté de CIT ou de la NCT, et je pense par ailleurs que c'est pas utile parce qu'il y a déjà aujourd'hui des ressources qui sont mobilisées. En revanche, on est dans une région, parce que c'est pas vrai dans toutes les régions, qui a souhaité garder une action, une présence, un appui au territoire et à l'ensemble des collectivités, quelle que soit leur taille, donc avec des dispositifs d'accompagnement financier qui rentrent ensuite dans cette ingénierie financière de financement de la région, que ce soit au titre de ce qu'on appelle les contrats régions, ou les bonus ruralité ou d'autres dispositifs, mais qui concourent en fait aux objectifs qui ont été rappelés par monsieur le préfet, par Valérie ou par leur représentant de la NCT, c'est-à-dire sur en quoi le projet de territoire porté par les élus, la vision de leur territoire, peut être ensuite facilitée, accompagnée, permise par cette ingénierie qui est mise en place financière avec les différents financeurs. Alors, ça renvoie peut-être, et je fais le lien avec la dimension parlementaire, avec simplification et complexité. Parce qu'on voit bien qu'on est en permanence dans ce paradoxe. Et moi, je voulais souligner un double paradoxe, en fait. C'est-à-dire qu'on se plaint, et à juste titre, je pense, d'un excès de réglementation, de normes, de contraintes, qui parfois, comme l'a rappelé aussi monsieur le préfet, peuvent être contradictoires, tellement on les a juxtaposées, tellement on a ajouté des normes aux normes. Mais en même temps, chaque fois qu'un problème se présente, on demande en tout cas à la puissance publique, d'une manière générale, soit de légiférer, soit de réglementer pour répondre toujours à des objectifs qui ont un fondement, mais simplement qui, mis bout à bout, finissent par rendre impossible parfois certaines réalisations. Je pense par exemple à
la législation sur l'environnement, et notamment sur la protection de la biodiversité, qui a sa pleine justification. Mais à l'inverse, on a parfois des systèmes ou des projets qui fait que je pense par exemple à des aménagements de zones d'activité qui n'ont pas pu être réalisés dans des délais raisonnables. De fait, le biosystème, la biodiversité s'est remis en place sur ce territoire-là. Il y a une nouvelle espèce qui est apparue sur cette zone-là. Et là où on avait une possibilité d'aménager, 3 ans après, on n'a plus la possibilité d'aménager parce que, éventuellement, on doit protéger une espèce qui s'est développée dans ce laps de temps sur cette zone. Donc, voilà, ça fait partie des sujets qui, à mon avis, aujourd'hui, doivent permettre de trouver des réponses plus décentralisées, d'où les fameux thèmes de la différenciation et du renforcement du pouvoir de dérogation du préfet, j'y reviendrai si vous voulez tout à l'heure, qui a franchi une étape là avec ce décret ou cet arrêté, je ne sais plus, du décret du 31 juillet, mais qui, me semble-t-il, doit encore aller plus loin avec des outils législatifs pour sécuriser juridiquement ce pouvoir de dérogation du préfet afin d'encore mieux adapter cette capacité aux réalités des territoires. Voilà, donc moi je veux souligner ce premier paradoxe, c'est-à-dire qu'on se plaint en permanence d'un excès de normes, de réglementation, et en même temps, chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'il y a un sujet, encore une fois souvent à juste titre, on nous demande de légiférer ou de réglementer. Et le deuxième paradoxe que je voulais souligner, on se félicite, ça a été rappelé par les différents intervenants, de l'accompagnement qui est mis en place, de l'ingénierie qui est mise en place avec les différents programmes portés par la NCT, notamment Petite Ville de demain, Village d'avenir, etc., l'action de CIT et d'autres. Mais en même temps, si on a besoin d'autant d'ingénierie, c'est parce que les choses sont complexes. Et donc, je pense qu'il faut qu'on s'intéresse à comment simplifier les démarches, les procédures, non pas pour s'exonérer de toute ingénierie qui restera toujours nécessaire, mais pour faire que peut-être il y ait des choses qui soient un peu plus accessibles. Parce qu'effectivement, un secrétaire de mairie, une secrétaire de mairie d'une commune de taille moyenne, comme elles existent dans le département du Cantal, ne peut pas faire face à cette complexité, à cette forêt de normes, de règles, de contraintes. Et donc, effectivement, on se réjouit de l'appui apporté pour faciliter, permettre l'aboutissement de projets, ça a été rappelé. Mais je pense qu'on peut aussi s'intéresser, et on essaie de le faire au Parlement, au Sénat en particulier, à comment je pourrais à un moment enlever des couches, enlever des strates, simplifier les choses. Et simplement, dans ce pays, quand on parle de simplification, en général, ça se finit par de la complexification. Parce que la bonne volonté de simplifier telle ou telle chose, on rajoute une règle pour essayer de traiter un problème et qui, en fait, fait de la sédimentation supplémentaire par rapport à ce qui existait déjà. Donc là, moi, j'en viens aujourd'hui à penser qu'à un moment, il faut qu'on modifie en fait le système et qu'on ne le corrige pas, parce que je pense qu'il y a des sujets qui sont difficilement aujourd'hui ajustables, et qu'en fait, c'est en repensant peut-être par rapport à la finalité et donc à l'approche à partir du territoire, du terrain, parce que je pense qu'on est encore quand même dans un état un peu trop centralisé, un peu trop jacobin, et c'est peut-être en repartant de logique territoriale, de volonté de terrain, alors sans ignorer certaines contraintes, qu'elles soient environnementales par exemple, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient de respect des libertés publiques, etc., etc., etc. Mais néanmoins en laissant un peu plus de latitude à cette adaptation, et ça existe dans notre pays, hein, parce que l'article 72-73 de notre Constitution permet des adaptations dans les territoires ultramarins. Et en fait, une des revendications du Sénat, qui est portée dans les propositions qu'on a sur une étape supplémentaire de la décentralisation, ou en tout cas un accroissement et un renforcement des libertés locales, alors qui est difficile à conduire dans le contexte politique actuel, hein, mais néanmoins un jour viendra où nous pourrons sans doute, c'est justement d'aller jusqu'à permettre cette adaptation-là, pas seulement dans les territoires ultramarins, mais dans l'ensemble du pays, parce que les réalités de Nice, de Strasbourg ou d'Aurillac ne sont pas les mêmes. Voilà, donc ça c'est
C'est, me semble-t-il, le travail macro qu'on doit réaliser. Ensuite, sur le plan, bien évidemment, plus micro, il y a aujourd'hui en permanence des avancées. Il y a un projet de loi, par exemple, de simplification économique aujourd'hui qui est sur la table, alors qui devait aboutir. La commission mixte paritaire était convoquée le 23 septembre prochain pour arriver à répondre justement à des enjeux de simplification, là, plus pour les entreprises que pour les collectivités. Il est suspendu à ce qui arrivera le 8 septembre prochain. Il y a des sujets également autour du statut de l'élu. Tout à l'heure, vous parliez d'encourager, d'accompagner les vocations d'engagement, notamment sur les mandats municipaux. On est à quelques mois des élections municipales et on voit bien qu'un des freins à cet engagement-là, c'est parfois l'abattement des élus qui ont le sentiment de ne pas pouvoir faire ou d'être trop contraints ou d'avoir en permanence des règles supplémentaires. Et donc, effectivement, le fait qu'ils aient un appui en ingénierie facilité, que derrière cette ingénierie, c'était une limite du programme France Ruralité, des programmes Petite Ville de demain, Village d'avenir. Il y a derrière l'ingénierie des financements et donc de prioriser de la DETR sur certains projets qui, bien évidemment, ont été portés dans ce cadre-là. Ça peut permettre effectivement de rassurer, de conforter l'action des élus. Et donc, on est aussi sur le sujet de leur propre statut pour essayer à la fois de mieux les protéger, hein, parce que malheureusement, on sait que c'est un sujet, et également de faciliter, que ce soit dans leur exercice professionnel ou dans la carrière, le fait que cet engagement citoyen ne soit pas un frein, ne soit pas une limite à tel ou tel épanouissement plus personnel ou de déroulement de carrière professionnelle. Bref, donc par petites touches, on essaie de renforcer ça. Il y a l'actualité sur la compétence de l'eau et de l'assainissement, où on a essayé de rendre de la liberté au territoire en laissant les communes libres de leur choix, mais aussi en responsabilité. C'est-à-dire que moi, j'aime bien, chaque fois qu'on parle de liberté, d'accoler le mot responsabilité, parce que donner de la liberté, c'est effectivement appeler à la responsabilité, et ensuite de permettre à chacun de se déterminer sur le choix de l'organisation de son service, de son mode de gestion à l'échelle locale. Voilà, donc quelques sujets qui aujourd'hui nous préoccupent et sur lesquels on arrive à apporter des avancées, mais qui restent, à mon avis, limités tant qu'on ne rentrera pas vraiment dans le moteur. Et pour entrer dans le moteur, il faut repartir du terrain et faire davantage confiance au terrain. On reste un des pays d'Europe les plus centralisés. C'est notre histoire, hein, bien évidemment. Mais je pense qu'aujourd'hui, chacun voit bien qu'il faut faire davantage confiance au territoire, au collectif. Et quand on a la chance, en plus d'être sur un territoire comme le nôtre, le Cantal a une dimension humaine forte, avec une proximité, on arrive à bouger des lignes. Simplement, là où on a des limites, c'est parfois une réglementation qui ne permet pas ou qui n'est pas adaptée à la réalité de ce terrain. Je termine par ça et puis je rajoute un tout petit mot sur la DETR, mais on a tous en tête la période du Covid où le ministère de l'Éducation nationale avait adressé à tous les maires qui avaient une école une circulaire de 86 pages pour la réouverture des écoles post-Covid. La réouverture d'une école dans une classe unique, qui a une classe unique dans le Cantal, ne répond pas tout à fait aux mêmes enjeux d'une école parisienne qui a 25 classes dans son école. Vous voyez. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on arrive à faire bouger. Juste, oui, je voulais rajouter un mot sur la DETR parce que, et plus largement les financements. Notre rôle, c'est aussi de voter un budget. On sait aujourd'hui la difficulté que ça représente et d'essayer de garantir qu'on garde des moyens pour nos territoires ruraux et des moyens spécifiques. Il y avait une volonté de Bercy de fondre l'ensemble des dotations dans en une seule. Et on sait qu'en général, quand on regroupe des fonds, on y perd. 1+1, ça fait rarement 2. Et en plus, on perdrait surtout la spécificité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres fonds qui s'adressent à tous les territoires. La DECIL, par exemple, le FNADT, d'autres fonds d'État. Alors que la DETR a une spécificité, c'est son R, elle s'adresse aux territoires ruraux. Et donc, on se bat avec mes collègues parlementaires et d'autres pour garder cette spécificité-là, garder non les moyens, mais aussi le fléchage vers nos territoires, parce que, indubitablement, les besoins ne sont pas les mêmes que sur d'autres territoires qui ont une dynamique démographique ou économique qui n'est pas forcément la même. Voilà.
Merci. Merci, monsieur le sénateur, pour ce 360. Donc, si on voulait résumer en adresse aux élus en place et ceux qui y pensent, puisque au mois de mars prochain, certains repartiront, d'autres pas, et puis certains arriveront aux responsabilités dans les communes. Donc aujourd'hui, on l'a bien entendu, il y a des élus locaux qui sont parfois en face du mur de la complexité qui peut les démotiver. Et là, l'ingénierie, effectivement, apportée par l'ensemble des acteurs, collectivités ou État, permet de les rassurer et de leur redonner, comme vous l'avez dit Magali, la foi. Et en même temps, il y a une part justement de ce mur de complexité qui est un mur qui nécessite une ingénierie de la forme, plus qu'une ingénierie du fond des projets. Et peut-être qu'on pourrait dépioter ces complexités-là. Alors je ne sais plus qui à une époque a parlé d'un choc de simplification. Hein, oui, plusieurs ont utilisé ce terme, mais voilà, en fait, on a été choqué par la non-simplification au final. Donc, bon, en tout cas, effectivement, ces deux travaux se mènent en parallèle. On le voit au niveau national, réglementaire et législatif, pour un appel qu'on a bien entendu à plus de liberté locale. Tout comme vous, monsieur le préfet, vous avez plus de liberté locale maintenant grâce à ce décret qui vous donne un droit de dérogation. Souhaitez-vous, je vais vous repasser le micro dans le même ordre, pour votre mot de la fin, votre adresse. Tout est filmé, hein, de toute façon, donc on pourra, dans les communes du Cantal, se le faire circuler. Mais votre dernier mot à l'adresse justement des secrétaires de mairie et des élus du Cantal, mais aussi de partout en France. Oui, peut-être en réaction avec tout ce qui a été dit et que je partage vraiment, dire aussi que beaucoup de maires qui bénéficient du programme Village d'Avenir nous ont dit que, et c'était pas forcément quelque chose qui était recherché, mais c'est un des effets positifs du programme, ils nous ont dit que Village d'Avenir leur permettait de se former. En fait, l'enjeu de formation des élus locaux, il est quand même extrêmement important. En ruralité, les maires sont souvent avec leur secrétaire de mairie, pas toujours à temps plein. Enfin, c'est quand même très compliqué en termes de moyens. Hein. Humains et beaucoup nous ont dit ça, ils nous ont dit grâce à Village d'Avenir, en fait je me forme au long cours avec l'accompagnement de mon chef de projet qui m'ouvre des portes, qui m'ouvre des perspectives, qui me fait connaître des structures auxquelles j'avais jamais eu accès ou que je ne connaissais pas, et donc je me forme et en fait tout ce que j'apprends dans le cadre de cet accompagnement, je vais pouvoir le réutiliser pour d'autres projets qui ne sont pas forcément accompagnés par Village d'Avenir, mais dans ma vie de mère en fait tout simplement, et voilà, et je crois que ça en dit long sur effectivement ce que vous dites, ce besoin de simplification et d'accompagnement face à la complexité administrative, et puis plus globalement ce besoin de lien social en fait et de proximité, comme le disait monsieur le préfet. Enfin voilà, donc je trouve que ce programme il a aussi cette vertu-là et que ça en dit long sur le besoin des élus d'être accompagnés et de pouvoir être mieux formés pour être totalement autonomes. Encore une fois, on fait pas leur place, hein, c'est pas du tout, et on leur dit pas ce qu'il faut faire. On est vraiment là pour aider, pour accompagner, et c'est eux qui restent totalement maîtres de leur projet. Donc voilà, je voulais rajouter ça en complément de ce que vous avez tous indiqué. Merci, monsieur le préfet, votre mot de la fin. Alors moi, le mot de la fin, ça serait de dire que c'est compliqué de simplifier. C'est pas les paroles de. C'est pas des paroles pessimistes, au contraire, c'est même de l'optimisme, c'est de la raison, de se dire que beaucoup, très beaucoup, virgule très beaucoup, nous disent mais simplifier c'est simple, il suffit de supprimer telle norme, il suffit de supprimer IACA. Sauf que, monsieur le sénateur, vous l'avez rappelé, on supprime une norme, il y en a 3 qui apparaissent à nouveau parce que il y a un vide quelque part. Chaque autorité se dit, moi je demande des choses qui sont simples, mais sauf qu'il y a une autorité, une autre, des échelons nationaux, des échelons régionaux, des échelons départementaux, et on comprend qu'au final, un projet, il est unique. Et sauf que une bassine d'eau qu'on lance à 20 mètres de haut, ça arrive en plus fine, en bas, ça n'arrive pas sous forme unique. Donc, ce que je veux dire, c'est que la simplification, ça passe aussi, et ça j'y crois beaucoup, et je le redis, par l'exemple. On sait que comparaison n'est pas raison, mais quand on fait remonter, justement, comme Valérie Cabécal a dit tout à l'heure, on fait remonter un exemple précis d'un projet où on est face à une situation ubuesque, il faut le dire, parce que l'application des réglementations, non pas de la réglementation, mais des réglementations, fait qu'on arrive à un blocage, et c'est trop souvent le cas.
faire remonter cet exemple-là et puis permettre au préfet, en l'occurrence qui est le représentant du gouvernement, pas simplement du ministère de l'Intérieur, je le rappelle, de dire là, on s'en passe, on peut s'en passer, on sécurise tout autant le projet et on fait en sorte qu'il puisse aller plus vite et être plus solide. C'est à force d'aligner ces briques-là qu'on va construire le mur de la simplification. Et ce ne sera pas un mur d'obstacles, ce sera un mur sur lequel on pourra monter pour être plus haut et plus fort demain. Merci monsieur le préfet. Madame la vice-présidente, votre dernier mot. Oui, peut-être 2 petits mots supplémentaires concernant la vie des collectivités, alors principalement pour les secrétaires de mairie, agents administratifs et élus. Un point qu'on n'a pas forcément évoqué, mais on l'a évoqué sur d'autres éditions de Ruralytique, mais c'est l'aide aussi que peuvent apporter nos conseillers numériques, donc en lien aussi avec les services de l'État qu'on a souvent, en tout cas sur les EPCI, ou des communes, où là aussi ils peuvent venir en aide à nos agents administratifs au niveau notamment du service numérique et de la complexité administrative que peuvent des fois avoir nos plateformes telles qu'elles sont. Donc il ne faut surtout pas hésiter à les interpeller. Ils sont présents dans les collectivités. On a aussi un bus numérique qui tourne sur le département du Cantal, qui va dans les fonds de vallée, dans les villages les plus petits, et bien sûr que les secrétaires de mairie ou agents administratifs peuvent tout à fait aller les voir et se faire conseiller. Et un dernier point aussi que j'ai pas abordé, c'est un plus que CIT vient de mettre en place, c'est l'aide à l'archivage. On sait qu'on est tous on croule sous les archives dans nos collectivités et c'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi savoir en fait trier, savoir ce qu'il faut archiver, dans quelles conditions, à quel moment, et voilà, pas faire n'importe quoi. Alors du coup, on a dédié un agent en fait à l'archivage au sein du conseil de CIT, de l'agence CIT, donc qui va vers les collectivités pour les aider à faire ce tri, pour aider à archiver, à savoir combien de temps on archive, quelle sorte de documents, alors que c'est aussi bien l'archivage numérique que physique, que papier. Mais voilà, c'était un mot que je voulais aussi apporter à la fin. Et bien sûr, on le répétera jamais assez, mais CIT est bien sûr aux côtés des collectivités, présents, comme le conseil départemental. Il ne faut pas hésiter à les solliciter parce qu'on est là, voilà, encore une fois, pour travailler avec l'ensemble des collectivités et les aider pour améliorer et simplifier la vie du quotidien. Donc voilà. Et les aider notamment à travers des outils numériques qui sont simples, mais dont l'usage peut parfois créer des complexités qu'il faut accompagner grâce aux conseillers numériques. Merci beaucoup. Dernier mot, Stéphane ? Peut-être 3 mots. J'ai pas dit au singulier ou au pluriel. Ah, bien sûr. Juste, je voulais revenir, parce que je ne l'ai pas évoqué, sur les secrétaires de mairie et le couple secrétaire de mairie élu. Effectivement, c'est essentiel. Et on a aussi essayé d'améliorer le statut des secrétaires de mairie pour une meilleure reconnaissance. Donc il y a encore des étapes à franchir, mais il y a déjà eu des améliorations. C'est le secrétaire général de mairie. Oui, c'est ça, qui permettent effectivement une meilleure reconnaissance de la complexité de ce métier-là. Je rejoins les besoins effectivement en formation. C'est un sujet qui date, mais qui n'est pas vraiment traité. Et moi, je veux insister en particulier, alors surtout aujourd'hui avec la nécessité des coopérations, de l'interco, des syndicats qui sont en train de se développer aussi sur d'autres choses, de la nécessité d'une formation à la gouvernance, au pilotage, au management des équipes. C'est vrai pour les administratifs, mais c'est vrai aussi pour les élus. Un élu qui devient par exemple le président d'une communauté de communes, j'en ai une à côté de moi, il y a un travail d'animation au-delà de la gestion des fonds d'une équipe d'élus dont chacun a son indépendance, son autonomie, qui a été élu dans sa commune. Et je crois en tout cas que là où on rencontre parfois des difficultés ou des blocages, c'est plus sur cette question de la gouvernance avant d'être sur la question du financement. Et donc voilà, j'insiste moi sur la nécessité d'améliorer des choses sur ce plan-là. Deuxième complément que je voulais faire, c'était, je crois que le terme n'a pas été utilisé, mais c'est le terme d'expérimentation. Parce qu'en fait, le plus simple, souvent, c'est d'expérimenter. Ce que disait monsieur le préfet, démontré par l'exemple, c'est laissez-nous expérimenter.
même si on déroge un peu, laissez-nous expérimenter. Et si on peut prouver que l'expérimentation est pertinente, performante, produit des effets, après, on peut adapter la législation, la réglementation en fonction de ces expérimentations. Je crois que ça, c'est un bon mode de faire pour faire évoluer un peu les pratiques. Et puis, troisième mot et dernier, je crois que ce dont on a besoin en fait aujourd'hui, que ce soit sur les territoires, que ce soit dans les relations entre État et collectivités, que ce soit entre les relations entre les élus et les citoyens, d'une manière générale, c'est quand même de rétablir ou d'accroître ou d'améliorer la confiance. Et aujourd'hui, il y a un sujet autour de cette notion-là, sur la capacité d'agir, sur les délais, donc parfois sur le sentiment d'impuissance que tel ou tel élu au pouvoir public peut donner ou laisser transpirer, et qui n'encourage pas sans doute à l'engagement citoyen, à l'engagement civique. Et donc je pense qu'il faut qu'on améliore aussi ces process, ces dispositifs pour améliorer, renouer avec une confiance qui est indispensable à la vie démocratique de notre pays. Voilà. Merci. Ce que je voulais rajouter. Merci. Merci à tous les quatre. On vous applaudit.